Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui c'est une équipe australienne avec un changement de nom. On parle du team Jayco Halela. Pourquoi je fais un HS pour A parce que c'est Alula en plus. Je pense que ça se prononce comme ça, même pas sûr. Qui est une équipe donc australienne qui est en fait l'ancienne équipe Bike Exchange tout simplement qui change de nom. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez à l'avant dans cette équipe, qui sont les coureurs à suivre. Est-ce que cette équipe est capable de faire une très bonne saison 2023? N'hésitez pas à me l'indiquer. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la playlist. Ça c'est encore mieux si vous avez raté des vidéos. Vous retrouvez toutes les vidéos des présentations des World Team, même des présentations de toutes les équipes pour l'instant qu'on a fait jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller voir EPS, à écouter EPS 2.0 également sur Spotify et à aller voir TikTok également, même si en ce moment c'est calme du côté de TikTok, il va y avoir peut-être des choses à partir de la fin de semaine ou même la semaine prochaine, on verra si on a le temps de faire des petits TikTok d'ici là. On commence tout de suite avec cette équipe, le team donc Jayco, Alula, équipe donc qui est en World Tour, et équipe qui s'appelait l'année dernière Bike Exchange. Alors l'année dernière, Bike Exchange au niveau du classement UCI, c'était 16e avec 6225 points,5. C'est-à-dire que c'était moins bien qu'AG2R, moins bien que la Lotto, moins bien que Trek, moins bien que Cofidis, notamment moins bien que Groupama. Et c'était juste devant la Total et 1000 points, non moins de 1000 points devant EF. Donc c'était quand même dans la zone, on va dire, pour Bike Exchange, qui était la zone un petit peu limite. Et c'est pour ça que pendant toute la saison, ils se retrouvaient sur le fil du rasoir. Et même au moment où ils étaient 18e, je crois me rappeler au niveau des épisodes du maintien, ils étaient limite. Et moi aussi, par rapport à EF, c'était une des équipes auxquelles j'avais des doutes parce que je me disais, ils n'ont pas de... En montagne, à part Simon Yates, il n'y a pas grand monde. Au niveau des sprints, bon, tu as Matthews, Groenewegen et Caden Groves. Heureusement, Caden Groves aura rapporté des points sur la Vuelta. Mais je me disais, bon, cette équipe, est-ce qu'elle est en capacité de s'en sortir? Ils s'en sont sortis, grâce notamment à la victoire de Matthews sur le Tour de France notamment. Ça a apporté des points qui étaient importants. Après, c'est une équipe qui, on sent que est quand même plutôt tournée vers le sprint. Ça, c'est clair et net. Et ce qui fait que l'ancien barème UCI faisait que c'était quand même très compliqué en termes de résultats. Parce que quand vous chassez plus les étapes que les classements généraux, et ben vous vous retrouvez dans une situation où une étape c'est 125 points sur le Tour de France, 100 seulement sur le Giro et la Vuelta. Or, je rappelle qu'une Coupe de France c'est 150. Et comme c'est une équipe qui ne participe pas à beaucoup d'épreuves de Coupe de France, Coupe de Belgique, Coupe d'Italie, elle s'enlève des points parce que c'est quand même une équipe qui a tendance à participer quand même à beaucoup d'épreuves de très haut niveau et qui néglige peut-être un peu trop le calendrier des épreuves de 1 ou de 2 ça a été une erreur je pense, et à un moment où ils se sont retrouvés en grande difficulté. Heureusement qu'il y a eu Simon Yates sur Paris-Nice aussi en début de saison, il faut le rappeler, et puis Groenewegen et Matthews qui ont quand même apporté pas mal de points à cette formation. Et puis il y avait eu aussi Sobrero sur le chrono, pour ceux qui se souviennent du Tour d'Italie. C'est même 81 points, je dis une connerie, c'était 80 points de victoire. Alors les barèmes vont changer, donc c'était les anciens barèmes, mais c'était 80 points. Victoire sur d'étape sur le Giro, donc c'était pas la folie. Et c'était 100 points, oui, je me suis gouré avec... Non, je croyais que c'était 125. J'ai dû me gourer avec un autre classement, Alex. Bon, voilà. Mais de toute façon, vous voyez un petit peu l'idée en termes de points, donc c'était pas suffisant. Et ça a été l'un des soucis de Bike Exchange, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés un petit peu dans la course aux points. Du côté des victoires, du côté de Bike Exchange, donc comme on le disait, comme on le disait pas du tout, du côté de Bike Exchange, c'est une équipe qui a gagné 22 victoires, c'est-à-dire qu'ils sont 11e dans le classement de CQ Ranking, derrière Intermarché, mais devant des équipes comme Cofidis, Israël, Arkea. Donc on voit que c'est une équipe qui a quand même gagné l'année dernière. Le problème c'est qu'elle n'a pas gagné
des bons classements. Voilà, elle a gagné des étapes alors qu'il aurait fallu gagner du classement général. Le problème, c'est que Simon Yates, il n'a pas gagné le général du Tour d'Italie. Ça leur a enlevé des points, cette affaire-là. Du côté des victoires, les victoires en 2022 de cette formation. Alors déjà, il y a eu 2 victoires pour Marcelli Bogulavski lors du Tour de Bulgarie, mais à ce moment-là, il n'avait pas le maillot de la Bike Exchange lors de cette course-là. Et puis on rajoute à tout ça, donc ça fait 2 victoires, plus 22 victoires avec des coureurs qui avaient le maillot de la Bike Exchange. La première victoire, c'était lors de l'étape 3 et de l'étape 5. Dylan Groenewegen, c'était sur le Saudi Tour. On a eu ensuite Simon Yates sur la 8e étape de Paris-Nice, l'étape autour de Nice, où il a fait un sacré numéro sous la pluie. Michael Matthews sur la première étape du Tour de Catalogne, Caden Groves sur la 2e étape de cette même course. Sur le Tour de Turquie, lors de l'étape 2 pour Caden Groves, la Vuelta des Asturies, le Tour des Asturies même pour Simon Yates, l'étape 1 et l'étape 3. La 2e étape du Tour d'Italie pour Simon Yates, c'était le fameux contre-la-montre. Dylan Groenewegen sur l'étape 4 du Tour de Hongrie, qui a remporté également la Vennendal Classique. Simon Yates sur l'étape 14 du Tour d'Italie. L'étape 21 du Tour d'Italie encore pour Matteo Sobrero. Je rappelle que c'est quand même une équipe qui est certes australienne, mais plutôt basée en Italie. Dylan Groenewegen, lui, a remporté la 2e étape du Tour de Slovénie, les championnats des États-Unis du contre-la-montre pour Lawson Craddock. Dylan Groenewegen qui a remporté la 3e étape du Tour de France, la 14e étape du Tour de France, elle a été quant à elle remportée par Michael Matthews. Simon Yates qui a remporté la Poleba Villafranca, qui a remporté également l'étape 2 et le classement général du Tour de Castille et Léon, l'Arctic Race of Norway. Sur l'étape 2, c'était la victoire de Dylan Groenewegen. Et puis la 11e étape et dernière victoire de la saison, c'était au mois d'août, le 31 août dernier, avec Caden Groves sur l'étape numéro 11 de la Vuelta. Donc des victoires, plutôt des victoires de qualité, hein. Ça c'est vrai que on a pas mal de World Tour. Ils ont gagné sur les 3 grands tours. Ça, toutes les équipes ne peuvent pas le dire, mais il leur manque des classements généraux. Et ça a été le gros souci, je pense, de cette formation, c'est qu'il leur manque des leaders pour le classement général, autres que Simon Yates. Mais peut-être qu'avec le recrutement, ça a changé. Recrutement, transfert, transition exceptionnelle. À 17h55, après 6 vidéos, on arrive toujours à faire des transitions. Alors, parmi les coureurs qui ont pris leur retraite, on a Tanel Kangert, Cameron Mayer et Sam Bewley. On a ensuite Diane Smith qui a rejoint Intermarché, Jack Bauer et Damian Lawson qui ont rejoint Q36.5 Pro Cycling Team, Nick Schulz qui a rejoint Israel Premier Tech, Caden Groves, ça c'est une grosse perte, qui a rejoint Alpecin de Koninck. Moi je trouve que c'est vraiment une grosse perte, même parce que c'est un bon sprinter et c'est triste de ne pas réussir à l'avoir conservé. Et puis Alex Edmondson a rejoint la DSM et Konichev, là c'est la 2e grosse perte pour moi de cette formation, l'Italien, qui a rejoint la Coratec. Et ça c'est aussi un petit peu triste parce que je pense qu'il y avait mieux à faire, même si la Coratec rejoint les équipes Pro Team, hein, c'est bien de voir une nouvelle équipe italienne en Pro Team, avec l'équipe Coratec qui est en plus une équipe qui a de l'ambition, ça c'est encore mieux. On poursuit avec l'effectif, l'effectif donc qui est rajeuni, avec le plus jeune coureur qui est Berhe, qui est un coureur éthiopien qui a 21 ans. Le plus âgé, c'est Zenek Stibar, qui a 37 ans. On a une dizaine de coureurs qui ont 30 ans ou plus, hein, c'est quand même un effectif qui est un petit peu âgé. Et puis de l'autre côté, on a 10 coureurs qui ont 25 ans ou moins. Donc c'est quand même assez équilibré, c'est-à-dire qu'on a 10 coureurs qui ont entre 25 et 30 ans, 10 coureurs qui ont 30 ans et plus, et 10 coureurs qui ont moins de 25 ans. Là, ils ont essayé d'équilibrer sur les 30 coureurs de l'effectif. 30 coureurs dans cet effectif, l'année dernière, ils étaient 33. Donc là aussi, hein, on a vu dans beaucoup de formations, il y a une baisse. Alors c'était 33 en fin de saison, c'est-à-dire avec les stagiaires également. Mais voilà, encore une fois, il y a une réduction des effectifs du fait des règles également de l'UCI, mais aussi d'une envie de ne pas obtenir de dérogation. Hein. Beaucoup d'équipes n'ont pas eu pour envie d'obtenir de dérogation pour aller recruter des coureurs en plus. On passe au coureur à suivre. Le premier coureur à suivre, je sais que je ne vais pas me faire des amis avec Bike Exchange, mais c'est Alessandro De Marchi, coureur italien, 36 ans. Pourquoi je mets De Marchi ? Parce que De Marchi, ça fait partie des coureurs que j'ai adoré, parce qu'à une époque, c'était le baroudeur. Tu savais quand il était dans une échappée,
tu savais que l'échappée irait loin. Comme Luis Sanchez, comme Vauclair ou De Rent. Voilà, tu savais que quand le mec prenait l'échappée, ça allait loin. Et le problème, c'est que ça fait depuis quelques temps où il n'a pas eu forcément de très grands résultats, à part la deuxième place derrière Dombrowski sur le Tour d'Italie. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a plus le rendement qu'il avait à la BMC et ça m'attriste parce que c'est un coureur que je trouvais formidable à la BMC, que je trouvais vraiment qu'il avait des qualités qui étaient vraiment très très bonnes. C'était vraiment un coureur qui s'en sortait très bien. Et aujourd'hui, bah, c'est quand même un coureur qui est maintenant beaucoup moins en réussite qu'à la grande époque. Et c'est vrai que là, il a 37 ans, enfin 36 ans, il aura 37 ans pendant la saison. Et tu te dis qu'on est quand même en train de voir peut-être les dernières années de ce super coureur, Alexandre De Marchi. C'était vraiment un super coureur. Ceux qui l'ont connu à l'époque de Cannondale ou de BMC peuvent me confirmer. C'est un coureur qui était capable de faire des super numéros. Alors il en a fait quelques-uns chez Israël, mais pas autant qu'à l'époque de la BMC. À l'époque de la BMC de Cannondale, putain, ça marchait quand même très très fort. Surtout chez Cannondale, même encore plus qu'à l'époque de la BMC. Et puis il a eu un trou noir à partir de 2017, beaucoup moins de résultats. Et ensuite ça a été... Alors parfois il a eu des bons résultats, 7ème de l'Amstel, par exemple en 2019, il y a les Trois Vallées Varésines en 2021, mais ça a été beaucoup plus disparate. Alors que à l'époque chez Cannondale, putain, c'était phénoménal. Mais je me souviens, je crois que c'était sur le Critérium international de la route, il avait pris une échappée dans l'une des dernières éditions du Critérium international de la route, où il avait il avait décidé de prendre la course à son compte et ça avait été une bagarre en Corse qui avait été assez formidable. Dylan Groenewegen, parmi les coureurs à suivre. Dylan, l'année dernière, c'était l'année du retour. Là, cette année, c'est l'année des résultats. On attend que ça enquille des victoires du côté de Dylan Groenewegen. Sprinter surpuissant, parce que c'est quand même sa force à Dylan Groenewegen, c'est que ça envoie, hein, c'est assez performant du côté de Dylan. Coureur qui va reprendre à l'UAE Tour. L'année dernière, c'est vrai qu'il avait eu un début de saison où à la fois tu as vu des résultats sur le Saudi Tour et puis à la fois sur quelques autres courses il avait eu du mal à réussir ses sprints, et puis une fois qu'il a trouvé la bonne carburation, il a fait un Tour de France qui était tout à fait intéressant en termes de résultats, qui lui a permis de prendre sa 5e victoire d'étape sur le Tour de France. Et c'était émouvant parce que oui, on a tous dit Jacobsen a vécu un moment qui n'était pas facile, mais lui il s'en est pris plein la gueule quand même, pour pas un rond parfois, notamment les propos de Patrick Lefebvre. Et ça a été peut-être plus dur pour lui mentalement de revenir que pour Jacobsen, parce que Jacobsen, il n'avait pas trop de souvenirs au final de son accident. Alors que je pense que Groenewegen, il avait le souvenir qu'il avait fait un gros accident, et donc ça avait été compliqué. Sa dernière année chez Jumbo avait été difficile. Là, il y avait un changement d'équipe. Je trouve qu'il a plutôt bien assuré chez Bike Exchange, et là, on attend dans cette équipe-là que ça se passe bien, et surtout qu'il y ait des résultats, quoi. On attend maintenant que ça carbure, qu'on retrouve le Groenewegen qu'on a connu en 2019-2018, où c'était l'un des meilleurs sprinteurs du monde. On attend de voir ça avec ce team Jayco Alula, et il a encore 2 ans de contrat en plus, donc très intéressant, hein. On attend que le compteur de 63 victoires accélère un petit peu, que ça accélère. On poursuit. Michael Matthews, moi qui disais l'année dernière qu'il était fini, à la même période de l'année dernière, vous prenez la vidéo, je dis qu'il est fini quasiment, Michael Matthews. Comme quoi je me suis bien planté. Alors pour moi c'est plus un pur sprinter, mais autant l'année dernière je pensais qu'il était plus faible du tout pour le sprint, et qu'il avait plus les qualités pour, et qu'il avait plus la vitesse pour. Autant notamment sur le Grand Prix de Québec, notamment sur les championnats du monde aussi, où il fait 3ème derrière la porte, j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que je trouve qu'il a retrouvé de la vitesse, ce qui est assez rare, mais des fois ça arrive, hein. À 30 ans, on a plusieurs cas de figure. À 30 ans, parfois, vous avez les mecs qui arrivent à continuer encore, comme Arnaud Démarre, sur un rythme où tu as l'impression que le poids des ans ne les touche pas.
T'as des mecs qui s'écroulent complètement en termes de performance et qui deviennent poissons pilotes parce qu'ils sont ou qui arrêtent leur carrière parce qu'ils sont plus en capacité de gagner des sprints. Et puis t'as des coureurs, je pense à Cavendish, je pense à Petaki, qui ont un coup de mou pendant 1 ou 2 ans et puis qui retrouvent de la condition physique. Et j'ai l'impression que Michael Matthews se retrouve dans cette situation-là. Autant te dire que c'est plutôt intéressant pour lui. Il va faire les championnats d'Australie, donc lui il est sur le pont dès le 8 janvier. Il sera également sur le Down Under et sur la Cadel Events Great Ocean Road classique. Voilà, et puis il devrait faire le Tour de France. Mais je pense que oui, c'est un coureur sur lequel il faut compter parce que c'est un coureur qui a beaucoup d'expérience et qui maintenant, j'ai l'impression, prend beaucoup de plaisir, retrouve du plaisir à faire du vélo, ce qui était peut-être plus le cas à un moment aussi, hein, du côté de Michael Matthews. Et puis sa victoire sur le Tour de France en haut de la côte de Monde, avec la bagarre en haut de la côte de Mende, où ça a été quand même une sacrée étape aussi, hein, sur le Tour de France avec Bettiol. La bagarre avec Bettiol a été phénoménale, avec Pinot derrière. Fallait les battre les deux, hein, parce que Pinot et Bettiol, c'est quand même pas des branquignoles, donc voilà, il fallait être performant lors de cette étape-là. Zdeněk Štýbar, l'année de la relance. Štýbar, c'est quand même un coureur qui pour moi est passé un peu à côté de sa carrière, passé un peu à côté de sa carrière, c'est-à-dire quand il regardera sa carrière, à part s'il a des grands résultats cette année, il se dira c'est vrai que là j'étais quand même très fort cette année-là et que j'ai peut-être pas eu forcément la bonne stratégie, ou que j'étais chez Quick-Step et c'était très compliqué à un moment chez Quick-Step de faire en dehors de Tom Boonen et de Niki Terpstra, et il s'est retrouvé parfois piégé dans certaines courses par la stratégie de la Quick-Step, et sur ces dernières années il avait plus le statut de leader du côté de la formation, et je pense qu'il est passé à côté de victoire parce qu'il n'a pas changé d'équipe assez tôt. Je pense qu'il est resté trop longtemps chez Omega. Il est resté quand même 10 ans, hein, dans cette formation, plus de 10 ans, et je pense qu'à un moment il aurait dû quitter l'équipe un peu avant. Alors à 37 ans, pourquoi pas avoir des résultats encore, hein. Philippe Gilbert à 37 ans, il en a gagné des classiques, hein. Donc on verra, mais s'il retrouve les bonnes jambes, Štýbar des grandes années, c'était un Štýbar qui était capable de gagner le Tour des Flandres. Donc on verra s'il est capable de faire ça. Il n'est pas dans la formation qui a le collectif le plus solide sur les classiques, donc ça peut être un problème. Après, ça reste Štýbar, c'est-à-dire ça reste un mec qui a été champion du monde de cyclocross avant les Van Der Poel et Van Aert, hein, pour ceux qui se souviennent. Et ça reste un mec, voilà, qui a une grande carrière aussi, donc il faut pas l'oublier, Zdeněk Štýbar. Mais c'est vrai qu'il pourra se dire, putain, quand il gagne son étape sur le Tour d'Espagne, c'est Trentin avant Trentin, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment, il s'est fait barrer la route par Trentin après sur ce type d'étape-là. Ensuite, sur les étapes, il y a eu Kasper Asgreen, il y a eu d'autres coureurs, et il s'est fait souvent barrer la route par d'autres coureurs. Et c'est dommage, je trouve. Voilà. Donc là, chez Jayco, il a qu'une année de contrat, mais bon, en une année de contrat, on peut faire des belles choses, hein, aussi pour Zdeněk Štýbar. Simon Yates. Moi déjà, je suis plus fan de Simon que d'Adam, donc voilà, j'ai une petite préférence pour Simon Yates. La saison 2022, en fait, elle ressemble beaucoup aux saisons précédentes, c'est-à-dire qu'il y a une irrégularité chez Simon Yates qui est quand même assez dingue. Ce mec est capable du meilleur comme du pire. Et ça fait depuis quelques années quand même, hein, qu'il le fait. C'est-à-dire le mec est capable de gagner un Tour d'Espagne et puis ensuite de se planter complètement sur un Tour d'Italie. C'est un mec qui est capable de se planter en tout début de Tour d'Italie. Par exemple, l'exemple de cette année, Paris-Nice, il finit très fort Paris-Nice. Voilà, il arrive en plus à éviter les problèmes, alors que c'est quand même la course qui, avec sa manière de se placer dans le peloton, lui correspond le moins presque, hein, parce que Paris-Nice, il évite les bordures, tu vois, il s'en sort bien, notamment sur l'étape d'Orléans, pardon, j'ai la voix qui mue. Sur le Tour des Asturies, il passe complètement à travers lors de l'étape numéro 2, mais vraiment un craquage assez monumental, mais il remporte l'étape 1 et l'étape 3. Et sur le Tour d'Italie, début de course, il remporte le contre-la-montre. On se dit, waouh, ah putain, quoi, c'est vrai qu'on avait oublié qu'il était encore en capacité de gagner les contre-la-montre. Mais les contre-la-montre en bosse à Budapest, il le gagne. Et puis après, en montagne, c'est une catastrophe. Il se fait lâcher, mais c'est l'un des premiers à se faire lâcher, quasiment.
Et puis à Turin, il remporte l'étape de Turin. Alors que l'étape de Turin, ça tartinasse quand même énormément au niveau des attaques pour abandonner 3 jours après. Donc vraiment, il y a sur le Tour de Castille et Léon, il remporte le Tour de Castille et Léon, la Vuelta derrière. C'est pas si exceptionnel que ça. Bon, il est obligé d'abandonner en plus. Mais ce qui est incroyable, c'est cette irrégularité dans la carrière de ce coureur depuis des années. C'est dommage parce que c'est un super coureur, Simon Yates. Et c'est vrai qu'avec ce petit plus de régularité, bah, il pourrait peut-être gagner un grand tour. Il a les qualités pour gagner un grand tour. Mais un autre grand tour, hein, encore une fois, on se comprend. Mais le souci, c'est que bah, il est régulier. Et qu'au bout d'un moment, bah, ça marche plus dans le cyclisme moderne. Mais c'est les coureurs qu'on apprécie parce que c'est les coureurs qui nous surprennent tout le temps. Simon Yates, moi, c'est un coureur que j'apprécie quand même pas mal parce que à chaque fois que tu vois Simon Yates sur une course, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, tu ne sais pas s'il va s'en sortir dominé comme un malade, s'il va se planter complètement, s'il va sortir une victoire d'étape venue de nulle part. Voilà, c'est ça qui est formidable avec un coureur comme Simon Yates. C'est que c'est absolument pas prévisible, mais c'est vrai que pour ses supporters, ça peut être compliqué aussi. Et puis pour son équipe, ça peut être un petit peu chiant, surtout quand on est dans une situation de course au point UCI. Et puis je termine avec Eddie Dunbar. Et bah, bonne recrue. Perte pour Ineos, je trouve, Eddie Dunbar, mais belle recrue. Je trouve que c'est un coureur qui progresse en montagne depuis 2-3 ans de manière assez intéressante. Je trouve voilà, qu'il progresse plutôt très très bien. Et pour moi, c'est un coureur qui a souvent eu le rôle d'équipier parce qu'il y a meilleur que lui chez Ineos. Par contre, dans une formation comme Bike Exchange, enfin comme c'est pas Bike Exchange, je vais pas m'y faire, hein, le team Jayco, ça peut être intéressant avec moins de concurrence. Il va avoir un statut un peu meilleur dans cette formation et pour lui c'est un bon choix. Pour Ineos c'est une perte parce que c'est un super équipier Dunbar et il a énormément bossé dans des échappées et moi je me dis que allez, bah, pourquoi pas un rôle de leader pour Dunbar sur un grand tour, voir ce que ça peut donner pour ce coureur, voir s'il est en capacité de performer sur des courses d'une semaine également. Là, il va doubler Giro et Vuelta. Et ben, bon coup, sur une des deux courses, le voir en tant que leader. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir et puis le voir en tant qu'équipier. Et puis à 26 ans, bah voilà, il est au top de sa forme, hein, Dunbar. Donc ça va être très intéressant de le voir. Mais moi, je pense que c'est un super coureur qui est passé par Aquablue, pour ceux qui se souviennent de cette équipe qui avait fait un peu faillite. C'était une équipe, c'était danois Aquablue, qui était en deuxième division, qui avait des vélos avec monoplateau. C'était un fort monumental. Ouais, bah moi j'aimerais bien voir ce que ça va donner Eddie Dunbar parce que c'est un coureur que je suis depuis plusieurs années. Je trouve qu'il a des qualités, mais souvent non utilisé comme second couteau. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommageable. Donc on va voir ce que ça va donner pour le coureur irlandais. On termine avec le maillot 2022 de cette formation. On reste sur les mêmes couleurs, hein, à part que les sponsors changent, mais on reste sur les mêmes couleurs, c'est-à-dire ce bleu, un peu plus foncé quand même. Mais c'est pas du niveau de la Groupama. Moi j'aime bien, il me fait penser un peu au maillot de la Gerolsteiner. Alors c'est un peu moins le cas cette année parce que c'est vrai qu'ils ont un peu foncé la couleur bleue. On se souvient tous du maillot de la Gerolsteiner, c'était un dégradé comme ça de bleu. Ben, il me fait un petit peu penser aux couleurs de la Gerolsteiner à une époque. Moi j'aime bien ce maillot. Je sais que certains n'aiment pas, moi je le trouve assez sympa. Voilà, c'est sobre mais efficace. Voilà, et puis au moins on les reconnaît dans le peloton. C'est l'avantage. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Moi, je vais tenter de récupérer les cordes vocales d'ici les prochaines aventures. On se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. À la prochaine sur la Maniac Production. Ciao, ciao!